Les autorités enquêtent après la mort d'un homme de 33 ans, survenu cette semaine lors d'une excursion dans le Grand Canyon. Au cœur du Grand Canyon se trouve une zone que peu de randonneurs explorent, surnommée la zone interdite. Cette section reculée où des falaises abruptes et non balisées ainsi que d'étroites corniches rendant l'accès dangereux et rarement autorisé présente un caractère exceptionnel. Ces dernières semaines, des scientifiques ont confirmé avoir découvert sous l'une de ces corniches difficiles d'accès une découverte totalement inattendue, un ensemble de vastes cavités souterraines qui semblent avoir été creusées ni par la géologie traditionnelle ni par l'homme. La découverte faite dans cette chambre secrète bouleverse la communauté scientifique et nous oblige à revoir rapidement nos connaissances sur l'histoire et le potentiel du canyon. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé. Cette découverte a débuté lorsqu'une équipe de géomorphologues a examiné des scans. LIDAR, haute résolution de parois rocheuses inaccessibles à la recherche de traces d'anciens glissements de terrain et de phénomènes d'érosion. Le scan a révélé les contours certes imparfaits, mais nets de chambres voûtées creusées dans les parois calcaires à plus de 30 mètres au-dessus du niveau actuel de la rivière. Une descente ultérieure à l'aide d'une corde a confirmé l'existence de ces cavités. Il s'agissait de 3 cavernes distinctes, chacune présentant des formes lisses et régulières qui contrastaient fortement avec les surfaces rugueuses et fractales, typiques des formations karstiques de dissolution ou de fractures tectoniques. Une chambre mesurait environ 12 mètres de long, 6 mètres de large et 4,5 mètres de haut. Une autre était légèrement plus petite et une troisième plus profonde, étaient reliées par un étroit tunnel. À l'intérieur, on a trouvé des vestiges des plateformes de pierre des blocs anguleux disposés intentionnellement et de faibles traces d'outils sur les parois. La configuration de ces éléments ne pouvait s'expliquer aisément par des processus naturels. Dès lors, la question se posa qui ou quoi les a sculptés et pourquoi. Ce qui rend cette découverte véritablement stupéfiante, c'est qu'une chambre contenait une couche géologique inattendue, un dépôt limoneux à grains fin intact à l'exception d'un objet enchâssé. Cet objet s'est révélé être un disque de composition métallurgique inhabituel d'environ 30 cm de diamètre, présentant une nette indentation hémisphérique en son centre. L'analyse par fluorescence X réalisée sur place a indiqué que le métal était un alliage à haute teneur en arsenic mélangé à des traces d'éléments du groupe du platine. Une telle composition est totalement étrangère à la géochimie connue de la région du Grand Canyon et aurait nécessité des procédés de raffinage sophistiqués. À proximité, ce disque reposait sur un socle de pierre, preuve qu'il avait été choisi positionné et peut-être même chéri. Au-delà du disque métallique, le tunnel plus profond révélait ce qui semblait être une vaste chambre autrefois, remplie d'eau, peut-être une source cachée alimentée par d'anciennes nappes phréatiques souterraines. L'incrustation de calcite sur les parois de la chambre suggère que le niveau de l'eau atteignait autrefois la moitié de leur hauteur avant de se retirer il y a longtemps. Au fond de cette chambre se trouvait une niche sculptée, abritant une dalle monolithique gravée de marques qui, au premier abord, ne ressemblent ni aux pétroglyphes amérindiens, ni aux inscriptions euro-américaines historiques. Ces marques n'ont pas encore été déchiffrées, mais des images lithographiques préliminaires montrent des boucles répétées et des cercles imbriqués suggérant peut-être un code. Les implications de cette découverte sont immenses. Si ces chambres sont le fruit d'une construction humaine et non d'un phénomène purement naturel, cela signifie qu'une population ancienne possédait à la fois les compétences techniques nécessaires pour creuser dans la roche et les connaissances métallurgiques permettant de produire des alliages spécialisés à haute teneur en arsenic. Cela repousse l'apparition de comportements complexes dans cette partie du sud-ouest américain, peut-être de plusieurs millénaires.
Cela soulève également la possibilité de contact ou de transfert de technologie entre des régions que l'on croyait jusqu'alors indépendantes. L'anomalie métallurgique, en particulier, suggère un niveau de sophistication technologique rarement attribué aux sociétés préhistoriques de ce terrain aride. D'un point de vue géologique, la présence de la chambre de source est tout aussi révélatrice. Un tel système aquifère aurait pu offrir un environnement isolé et stable à l'intérieur des parois du canyon, protégé des intempéries, des inondations et des variations saisonnières. Si un groupe a choisi un tel refuge et y a aménagé des chambres, le site acquiert une importance qui dépasse la simple curiosité. Il pourrait s'agir d'une enclave cachée d'un sanctuaire, peut-être utilisé pour des rituels ou comme lieu de refuge. L'orientation de la niche sculptée et la disposition de l'objet sur le piédestal suggèrent une fonction cérémonielle plutôt qu'un simple lieu de stockage utilitaire. Se pose également la question plus générale de la visibilité et du secret. L'emplacement de ces chambres est si précaire, surplombant le fleuve, et accessible uniquement par une corde abrupte ou par des passages dissimulés qu'ils laissent penser que leurs bâtisseurs ont délibérément caché leur œuvre. Cela ouvre des pistes de réflexion aussi fascinantes que spéculatives. Ces chambres faisaient-elles partie d'une culture clandestine? Semblaient-elles servir de refuge de cachette? Ou peut-être de lieu d'opération secrète, à l'insu des sociétés que nous étudions habituellement? Étaient-elles utilisées lors de périodes de troubles, lorsqu'un groupe avait besoin de se cacher, ou lorsque le secret était primordial? La surprise ne tient pas seulement à leur ancienneté ou à la qualité de leur construction, mais aussi au fait que ce site est resté pratiquement invisible jusqu'à présent. Les parois abruptes et le relief profond du canyon l'ont dissimulé aux prospections antérieures, et les fouilles archéologiques classiques ne s'y sont tout simplement pas rendues. Cette découverte soulève une question troublante. Combien d'autres chambres secrètes se cachent au-delà de notre site enfoui dans des canyons reculés des falaises inaccessibles ou sous une végétation dense? Elles remettent en cause l'idée que nous aurions déjà localisé les principaux sites d'histoire humaine dans des zones accessibles. Une autre implication concerne notre compréhension des réseaux d'échanges commerciaux et de ressources en Amérique du Nord préhistorique. L'alliage inhabituel découvert sur le disque suggère l'accès à des éléments rares et à des techniques de raffinage avancées. Cela ouvre la possibilité d'échanges commerciaux avec des régions possédant ces matériaux ou les technologies associées ou encore l'existence de sources locales totalement inconnues. Si des alliages similaires sont découverts ailleurs dans la région, à l'avenir, il nous faudra peut-être revoir notre compréhension des anciens réseaux d'échanges métallurgiques et des flux technologiques. Cette découverte situe le Grand Canyon non pas comme une région sauvage et isolée, mais comme un maillon possible d'un réseau culturel et technologique plus vaste. Elle souligne également l'importance de la convergence entre géologie, archéologie et géochimie pour étudier l'activité humaine ancienne. L'hypothèse selon laquelle les chambres auraient été creusées dans le calcaire par l'homme est étayée par les traces d'outils et la géométrie des plateformes. La découverte de l'activité passée de la chambre à eau repose sur l'analyse géochimique des couches de calcite. La composition du disque métallurgique nécessite une analyse chimique spécialisée. Cela implique également que les recherches futures devront impliquer des équipes interdisciplinaires, spéléologues, géochimistes, archéologues et spécialistes des matériaux, travaillant de concert. Il est raisonnable de penser que la prochaine phase d'exploration permettra d'utiliser des drones, la télédétection, la microfouille et les analyses en laboratoire dans des environnements autrefois considérés comme inaccessibles ou trop coûteux. Du point de vue du patrimoine culturel, cette découverte remet en question le caractère sacré du canyon dans la tradition orale autochtone. Elle incite les chercheurs à réexaminer les récits traditionnels amérindiens
concernant les lieux cachés à l'intérieur des parois du canyon. Ces légendes, longtemps considérées comme des métaphores ou des mythes, pourraient-elles receler une part de vérité, faisant référence à des enclaves cachées au cœur des falaises du canyon? Cette découverte soulève également des questions éthiques concernant l'accès, la préservation et les droits des populations autochtones à participer à l'exploration et à l'interprétation de ces sites, compte tenu notamment de leur fragilité et de leur situation précaire. De plus, elles remettent en question la frontière entre merveilles naturelles et sites archéologiques. Le Grand Canyon a toujours été perçu avant tout comme une formation géologique spectaculaire, un témoignage de l'histoire de la Terre, sculpté par le fleuve Colorado. Mais la présence de ces chambres creusées et dissimulées suggère que le canyon était aussi le théâtre de comportements humains sophistiqués d'ambitions architecturales et peut-être même de mystères rituels. Cette dualité modifie la manière dont le canyon doit être géré et dont nous envisageons les canyons à l'échelle mondiale, non plus comme de simples paysages naturels, mais comme de potentiels témoins de l'activité humaine. Un autre aspect essentiel réside dans les connaissances relatives au climat et à l'environnement. Si la chambre de source a fonctionné comme un micro-environnement stable, elle pourrait fournir aux climatologues des dépôts préservés. Couches de calcite sédiments fossiles aquatiques qui enregistrent les conditions paléoclimatiques à l'intérieur des parois du canyon. Ces chambres pourraient servir de capsules temporelles naturelles, conservant des séquences de phases humides et sèches, de cycles de gel-dégel et de changements environnementaux que les surfaces externes du canyon ont perdus. Ainsi, au-delà de son intérêt purement archéologique, le site peut également éclairer notre compréhension de la manière dont les environnements internes du canyon ont protégé la vie à travers les époques de changement. En s'enfonçant un peu plus profondément le secret qui entoure le lieu, laisse supposer une conception et un choix délibérés. Ce n'est pas le fruit du hasard. Celui qui a creusé ces chambres a choisi un rebord élevé et inaccessible, en a sculpté l'intérieur, y a placé des objets symboliques et a mis en place le système hydraulique. Cette combinaison d'architecture, de technologie et d'emplacement au sein des parois profondes du canyon est extrêmement rare dans les vestiges archéologiques d'Amérique du Nord. Cela laisse supposer que le site avait probablement pour vocation des usages spécifiques, rituels, refuges, retraites d'élite, plutôt qu'une habitation quotidienne. Comprendre la structure sociale, la fonction et le contexte culturel d'un tel site nécessitera de repenser les cadres d'analyse de l'utilisation de l'espace dans les environnements préhistoriques des canyons. Cette découverte invite également à réévaluer la sécurité et l'exploration. Le canyon comporte de nombreuses zones encore inexplorées ou insuffisamment explorées en raison de leur difficulté d'accès. Cette découverte laisse penser que ces zones reculées pourraient receler d'importants secrets archéologiques et géologiques. Les stratégies de prospection pourraient désormais se déplacer des corniches et des corridors fluviaux, accessibles vers des corniches escarpées, inaccessibles des alcôves cachées et des zones verticales inaccessibles. Cela ouvre la voie à la fois à des opportunités et à des risques. L'exploration de ces zones exige un équipement spécialisé, des protocoles de sécurité rigoureux et une grande vigilance quant à la préservation de ces sites fragiles. Le discours public dominant s'en trouve modifié. Le Grand Canyon, longtemps célébré comme une merveille naturelle et un haut lieu du tourisme, se voit désormais révéler une dimension encore plus profonde, celle d'un site archéologique de premier plan. Les futurs visiteurs, lorsque le site aura été étudié et peut-être ouvert au public avec prudence, viendront non seulement admirer les falaises et le fleuve, mais aussi s'interroger sur les chambres secrètes creusées en secret et les mystères qu'elles recèlent.
Ce changement transforme le rôle du canyon d'une vitrine de l'histoire naturelle à un palimpseste où se superposent histoire naturelle et histoire humaine. En somme, la découverte cachée dans la zone interdite du Grand Canyon ouvre la porte à un passé humain bien plus complexe qu'on ne le pensait. Elle remet en question nos hypothèses sur les lieux de vie des populations, leur utilisation de ces territoires reculés, les technologies qu'elles possédaient et leur rapport au paysage. Cela suggère que les parois du canyon n'ont pas seulement été sculptées par les rivières et le temps, mais aussi par la main de l'homme, guidées par un dessin précis et un mystère. Les implications se répercutent sur l'archéologie, la géologie, la métallurgie, la gestion du patrimoine et sur la manière même dont l'humanité perçoit sa relation avec les espaces naturels. La disposition spatiale des cavités ne correspond à aucun schéma de fracture naturelle connu dans la région. Chaque salle semblait orientée selon un angle constant par rapport au nord magnétique de l'époque, chose impossible sans connaissance des repères directionnels. Cela suggérait que les bâtisseurs, quels qu'ils fussent, comprenaient non seulement la géométrie du canyon, mais peut-être aussi le comportement magnétique de la Terre elle-même. Cette découverte a fait basculer le débat de l'archéologie simple vers l'archéo-ingénierie. Un scientifique a décrit cette découverte comme celle d'un observatoire construit dans une falaise avant même que le concept d'observatoire n'existe. Cette découverte impliquait une connaissance du cosmos et de l'alignement de la Terre bien supérieure à celle attribuée aux cultures locales. Près de la cavité centrale, un autre élément étonnant a été mis au jour. Le plafond d'une chambre était incrusté de petits fragments cristallins disposés en constellations précises. Observés sous lumière ultraviolette, ces fragments émettaient une faible lueur, formant des points semblables à des étoiles qui reflétaient le ciel nocturne. La cartographie de cette configuration a révélé un alignement correspondant aux constellations telles qu'elles apparaissaient il y a environ 15 ans. Cette concordance temporelle, si elle était vérifiée, prolongerait l'occupation humaine de la région jusqu'à la fin de la dernière période glaciaire, bien au-delà des périodes communément admises. Plus étonnant encore, elle révélerait une tenue de registres astronomiques d'une sophistication comparable aux plus anciennes cartes du ciel connues sur Terre. Afin de vérifier l'authenticité des fragments cristallins, l'équipe en a soigneusement extrait une petite section. Les cristaux n'étaient pas du quartz naturel, mais un composé de silice fusionné à des inclusions métalliques microscopiques. Leur composition minérale ne correspondait à aucun gisement connu du canyon, ni des plateaux environnants. C'était comme si quelqu'un avait transporté, fondu et façonné ces minéraux intentionnellement, puis les avait incorporés dans la roche humide avant leur solidification. Cela suggère que les bâtisseurs de l'Antiquité maîtrisaient non seulement la sculpture, mais aussi la manipulation de la chaleur. Un contrôle du feu et de la température d'une précision quasi industrielle. L'existence de composés de silice, fondus à une période aussi reculée, remet en question les hypothèses sur les capacités technologiques préhistoriques. Plus profondément dans le système des relevés laser, ont révélé un tunnel en spirale incliné vers le bas, selon une pente exacte de 7 degrés. Le passage était lisse, symétrique et acoustiquement parfait. Lorsqu'un des chercheurs parla près de l'entrée, l'écho ne se propagea pas de manière chaotique, mais résonna uniformément le long du couloir, créant une note harmonique envoûtante. Ce phénomène laissait supposer que les dimensions du tunnel avaient été calculées dans un but acoustique, peut-être pour amplifier le son ou la voix. Dans de nombreuses cultures anciennes, les espaces résonnants étaient essentiels au rituel à la méditation ou à la communication avec le divin. L'hypothèse selon laquelle des principes similaires existaient ici au sein d'une culture isolée d'un canyon suggère une compréhension psychologique ou spirituelle partagée par l'humanité primitive, l'utilisation du son comme passerelle vers la transcendance. Cette découverte a relancé le débat sur le commerce et les migrations antiques.
Le transport d'huiles exotiques conjugué à une métallurgie et une architecture avancée suggérait non pas l'isolement, mais la connexion. Un réseau de personnes échangeant connaissances matériaux et systèmes symboliques bien avant que l'histoire écrite ne reconnaisse une telle complexité. Le Grand Canyon, souvent considéré comme une barrière infranchissable, était peut-être en réalité un carrefour. Un lieu de convergence pour les voyageurs, les chamans et les voyants, où se partageaient rituels et échanges intellectuels. L'une des découvertes les plus énigmatiques provient des carottes de sédiments prélevées au fond de la chambre du dôme. Au sein d'une couche scellée par des siècles de dépôts minéraux, se trouvaient des particules microscopiques d'origine synthétique des sphères de carbone et des oxydes métalliques formés dans des conditions de chaleur extrême. Ces particules présentaient des similitudes avec les sous-produits de la métallurgie moderne, or elles étaient incrustées dans des couches datant de plusieurs milliers d'années avant l'apparition des techniques de fusion connues. Les scientifiques ont avancé des explications naturelles comme la foudre ou l'impact de météorites. Cependant, la régularité de leur répartition suggère une activité contrôlée et répétée à haute température. Ces éléments suggèrent que les créateurs des chambres ont exploité un processus thermique inconnu de la science conventionnelle. Peut-être une forme primitive de manipulation du plasma ou de vitrification minérale. D'autres preuves d'une utilisation intentionnelle de l'énergie ont été mises en évidence par des tests de champs magnétiques. L'intérieur du dôme présentait une configuration magnétique anormale, une différence de gradient faible mais mesurable par rapport à la roche environnante. Lorsque des instruments furent placés le long du périmètre, ils détectèrent un signal pulsé rythmique à une fréquence extrêmement basse, se répétant toutes les 12 secondes. Cette découverte suscita de vifs débats parmi les physiciens impliqués. Certains émirent l'hypothèse que les minéraux magnétiques présents dans la chambre auraient pu être alignés délibérément afin de créer une chambre de résonance terrestre, une sorte d'amplificateur naturel des ondes géomagnétiques. D'autres ont suggéré que le signal était un artefact dû à des processus naturels interagissant avec l'immense concentration de fer du canyon. Mais la précision et la répétition du cycle suggéraient une intervention humaine plutôt que le hasard. Si les anciens ont effectivement manipulé le magnétisme naturel, ils ont peut-être appréhendé la Terre comme un système vivant bien avant que la géophysique moderne ne le décrive. Les implications culturelles et philosophiques sont immenses. Imaginez une société ancienne si intimement liée aux forces naturelles qui l'entouraient, qu'elle a façonné l'architecture non seulement pour s'abriter, mais aussi pour se connecter au murmure de la Terre. Afin d'harmoniser la conscience humaine avec le rythme de la planète, les Grand Canyon Chambers pourraient représenter une expression physique de cette philosophie, un point de rencontre entre l'humanité et la nature où les frontières s'estompent. Une telle conscience témoigne non pas d'une vision du monde primitive, mais d'une extraordinaire subtilité. Parallèlement, le disque métallique récupéré dans la chambre supérieure a fait l'objet d'analyses complémentaires en laboratoire. Des analyses spectrographiques poussées ont révélé un rapport isotopique incompatible avec un raffinage terrestre. Plus précisément, on observe un enrichissement en isotopes de nickel 58 bien supérieur à sa concentration naturelle. Ce rapport est caractéristique des métaux formés dans les météorites ou dans des conditions de sélection isotopique artificielle. Cette découverte a relancé le débat sur la possibilité que les populations anciennes aient utilisé du fer météorique pour se procurer des matériaux. Si tel est le cas, cela suggérerait qu'ils reconnaissaient la différence entre les métaux terrestres et les métaux célestes, attribuant une signification cosmique aux matériaux provenant d'ailleurs. Dans les mythologies du monde entier,
Les métaux célestes étaient des symboles de divinité ou de puissance céleste. Peut-être ce disque n'était-il pas un outil, mais une offrande, un objet reliant l'humain au cosmos. Lors d'explorations ultérieures, une niche secondaire fut découverte derrière un voile de calcité. Elle contenait une série de petites tablettes de pierre, chacune gravée de profondes rainures, formant des motifs de cercles et de lignes entrecroisées. L'analyse numérique de cette disposition révéla des relations mathématiques conformes au rapport de pi et du nombre d'or. La précision de ces gravures suggérait une compréhension de la géométrie inattendue pour toute culture préhistorique connue d'Amérique du Nord. La récurrence de tels motifs dans l'architecture sacrée de l'Égypte à la Mésoamérique pourrait témoigner d'un langage universel d'harmonie et de proportion, d'une intuition partagée de la beauté mathématique qui transcendait l'espace et le temps. À mesure que la nouvelle de cette découverte se répandait dans les milieux scientifiques, les discussions s'intensifiaient quant à ses implications anthropologiques. Depuis des décennies, l'archéologie dominante dépeint les premiers habitants de la région comme des chasseurs-cueilleurs nomades, se déplaçant au gré des saisons dans le canyon. Pourtant, ces chambres témoignent d'une planification d'une permanence et d'une sophistication symbolique remarquable. Elles suggèrent l'existence d'une population sédentaire ou semi-sédentaire, capable d'organiser le travail, de gérer les ressources et d'exprimer sa spiritualité à travers une architecture monumentale. Si cette hypothèse se confirme, le Grand Canyon pourrait être le berceau d'une civilisation jusqu'alors inconnue, dont les traces matérielles seraient restées enfouies dans des falaises inaccessibles plutôt que dans des plaines ouvertes. Cette découverte remet également en question l'idée d'isolement. La présence de minéraux exotiques et de résidus botaniques suggère l'existence de vastes routes commerciales ou d'un savoir cérémoniel partagé s'étendant sur de grandes distances. De tels réseaux auraient nécessité non seulement des déplacements physiques, mais aussi des accords sociaux, une confiance mutuelle et des échanges rituels. Le canyon aurait pu servir de lieu de rencontre neutre, un espace sacré intermédiaire entre les tribus et les cultures. Son immensité, qui inspire une profonde vénération, suscite naturellement le respect et la construction de sanctuaires cachés en son sein s'inscrirait dans une vision du monde qui recherchait la communion au cœur même des artères de la Terre. L'interaction entre l'art et la fonction, si manifeste dans l'architecture, est tout aussi remarquable. Les formes ne sont pas purement utilitaires. Elles révèlent un rythme esthétique, des lignes courbes, des proportions équilibrées et une fluidité qui guide le mouvement et le son. Cette synthèse de beauté et de fonctionnalité fait écho aux philosophies que l'on retrouve dans l'architecture des temples plus tardifs à travers le monde. Elle révèle une conscience qui ne faisait aucune distinction entre le spirituel, l'artistique et le pratique. Chaque sculpture, chaque écho, chaque rayon de lumière contribuait à orchestrer l'expérience humaine. En parcourant les salles, les scientifiques ont rapporté une étrange sensation de calme, comme si la géométrie elle-même induisait une concentration mentale ou une clarté méditative. Des spécialistes en neuroacoustique ont depuis proposé d'étudier les fréquences de résonance afin de déterminer si elles correspondent à des plages d'ondes cérébrales associées à des états de transe. Les conditions environnementales à l'intérieur du complexe interdit sont tout aussi singulières. Bien que scellé depuis des millénaires, l'air y conserve une fraîcheur surprenante, sans l'humidité étouffante, ni les odeurs rances typiques des grottes fermées. L'analyse microbiologique a révélé la présence de bactéries extrémophiles uniques capables de métaboliser des traces de minéraux présents dans la roche et de libérer de l'oxygène. Ces organismes pourraient représenter l'un des rares écosystèmes à avoir évolué totalement isolé de la vie en surface. Cette découverte ouvre un champ d'études entièrement nouveau. Comment des biosphères fermées peuvent maintenir leur équilibre sur des échelles de temps géologiques?
De telles connaissances pourraient même éclairer les futurs modèles de colonisation extraterrestre où des habitats autosuffisants seront essentiels. Plus les recherches progressent, plus le secteur interdit du canyon révèle une histoire intimement liée d'innovations humaines, géologiques et biologiques. La télédétection au-delà de la zone de fouilles actuelle a permis d'identifier d'autres cavités suivant le même alignement s'étendant sur des centaines de mètres le long de la paroi rocheuse. Chaque anomalie pourrait correspondre à une chambre scellée susceptible de receler des artefacts, voire des restes humains. Cette perspective fascine autant qu'elle effraie les chercheurs. Perturber ces couches pourrait révéler des données irremplaçables ou détruire des vestiges fragiles. Les défenseurs de l'environnement appellent à la prudence et préconisent des relevés non invasifs en attendant la mise au point de méthodes de stabilisation avancées. Une autre piste de recherche explore l'environnement électromagnétique du canyon. La composition minérale unique des falaises amplifie naturellement certaines fréquences et certains scientifiques supposent que les anciens habitants auraient pu percevoir ou exploiter cette propriété. Des expériences menées avec des appareils de haute précision ont révélé des impulsions électromagnétiques de faible intensité générées par des variations du débit des eaux souterraines sous le site. Ces impulsions coïncident avec le même rythme de 12 secondes détecté précédemment, ce qui laisse penser que les anciens ingénieurs auraient pu harmoniser l'architecture des chambres avec la dynamique des eaux souterraines, transformant ainsi le canyon en un véritable instrument de résonance vivant. Cette synchronisation entre géologie, hydrologie et architecture illustre un niveau d'intégration écologique rarement reconnu dans l'architecture antique. Au-delà de ces révélations techniques se cache une résonance philosophique plus profonde. Les chambres interdites évoquent l'image d'une humanité non pas conquérante de la nature, mais collaboratrice. Chaque élément, lumière, son pierre, eau, s'entremêlait en une symphonie d'harmonie. Ceci remet en question l'idée reçue selon laquelle technologie et spiritualité seraient deux domaines distincts. Cela suggère une vision du monde où compréhension scientifique et vénération sacrée ne faisaient qu'un. Une harmonie que la civilisation moderne a peut-être oubliée. Quelques semaines après l'annonce des équipes interdisciplinaires du monde entier ont demandé à étudier le phénomène. Linguistes, mathématiciens et historiens de la culture ont uni leurs forces cherchant des parallèles avec les systèmes symboliques anciens. Certains ont relevé des similitudes frappantes entre les gravures circulaires et les premiers cosmogrammes eurasiens. D'autres les ont comparés à des cartes astronomiques utilisées pour la navigation préhistorique. Si ces liens étaient avérés, ils impliqueraient soit une diffusion culturelle à travers les continents, soit un schéma cognitif indépendant mais universel, un instinct humain commun de cartographier le ciel et d'inscrire du sens dans la pierre. On suppose également que les sanctuaires cachés du canyon auraient pu servir de dépôt de connaissances des archives conçues pour survivre aux catastrophes naturelles ou à l'effondrement de la société. L'emplacement protégé du soleil, du vent et de l'érosion aurait permis de préserver des matériaux fragiles pendant des millénaires. La découverte de faibles traces de pigments sur une paroi corrobore cette hypothèse. L'imagerie multispectrale révèle des traces de colorants minéraux formant des motifs abstraits qui pourraient avoir représenté des récits mythiques ou codé des données. Si une écriture ou une séquence picturale déchiffrable est retrouvée, elle pourrait constituer l'un des plus anciens systèmes symboliques connus d'Amérique du Nord. On peut ainsi imaginer la vision du monde des bâtisseurs. Debout au bord de l'immense canyon, ils durent percevoir son ampleur comme divine. Une plaie ouverte de la terre révélant les vestiges du temps. Creuser leur sanctuaire au sein de ces vestiges, c'était entrer en contact direct avec la création. Les chambres n'étaient pas détachées du canyon. Elles en étaient
le prolongement fruit d'une collaboration consciente avec les forces géologiques. Ce concept, selon lequel les humains pouvaient s'associer à la Terre pour créer une architecture sacrée, est de plus en plus reconnu dans les études sur l'aménagement environnemental ancien. Cette perspective les présente non plus comme des troglodytes primitifs, mais comme des géomanciens d'avant l'âge de pierre, des individus capables de percevoir et d'influencer les flux énergétiques du paysage. Au fil des investigations, les équipes ont commencé à analyser les signatures isotopiques des dépôts minéraux scellant l'entrée. Ces signatures ont révélé des épisodes d'inondation, suggérant que les chambres étaient ponctuellement inondées puis vidées. Étrangement, la présence de couches de limon mêlées à des débris d'occupation humaine indique une réentrée intentionnelle après chaque colmatage naturel. Il est possible que le site ait été conçu pour être cycliquement dissimulé par les éléments accessibles uniquement lors de conditions hydrologiques spécifiques connues de ses gardiens. Ce contrôle de la visibilité ajoute une dimension supplémentaire à la sophistication du site, la connaissance des cycles hydrologiques saisonniers ou décennaux utilisés pour préserver des secrets sacrés. Si l'attention se porte surtout sur les merveilles technologiques, l'impact émotionnel de cette découverte est indéniable. Des scientifiques d'ordinaire attachés aux données et à la distance ont décrit un sentiment de respect, voire d'humilité en se tenant dans la chambre en forme de dôme. L'acoustique y produisait une légère vibration dans la poitrine, comme un battement de cœur résonnant dans la pierre. Certains chercheurs ont évoqué un profond sentiment de continuité, comme si les voix du passé résonnaient encore à travers le temps. Ce lien viscéral transcende l'analyse empirique. Il ravive la conscience de l'héritage commun de l'humanité, de notre besoin constant de laisser une empreinte indélébile sur le monde. Cette découverte a également relancé les débats sur la notion de zone interdite au sein des terres publiques. La zone était inaccessible depuis des décennies pour des raisons de sécurité, mais certains soupçonnent désormais des motivations plus anciennes, peut-être d'ordre bureaucratique, liées à des légendes de structures cachées. La révélation de l'existence de véritables merveilles archéologiques en ce lieu attise la curiosité concernant d'autres régions protégées. Cela met les institutions au défi de trouver un équilibre entre préservation et transparence secret et patrimoine partagé. Dans les années à venir, cette tension influencera les politiques d'exploration des sites culturels à haut risque et à forte valeur patrimoniale à travers le monde. Alors que les travaux de terrain se poursuivaient, l'imagerie par microdrone a révélé une dernière surprise. Derrière une paroi de calcaire fracturée des capteurs, on détectait une cavité scellée par une dalle ressemblant à une porte. Cette dalle présentait une indentation circulaire épousant la courbure du disque métallique retrouvé. Cette corrélation suggère que le disque pourrait servir de clé symboliquement ou mécaniquement pour accéder à la chambre forte plus profonde. Pour l'instant, des considérations éthiques et techniques empêchent toute tentative d'ouverture. Pourtant, l'idée qu'une autre chambre se cache derrière, restée intacte pendant des dizaines de milliers d'années, a stimulé l'imagination de nombreuses disciplines. Ce qui pourrait se trouver derrière cette barrière, des textes, des outils ou quelque chose de totalement inattendu, demeure une question à la frontière entre science et mystère. La découverte interdite du Grand Canyon nous rappelle que même à l'ère des satellites et des drones, la Terre recèle des secrets capables de réécrire l'histoire de l'humanité. Chaque analyse ne fait qu'épaissir l'énigme au lieu de la résoudre. Le disque métallique, le plafond cristallin, les tunnels harmoniques. Tout converge vers le récit d'un savoir perdu d'un peuple qui a fusionné art science et spiritualité en une expression unique et harmonieuse. Leur message gravé dans le silence semble murmurer que comprendre l'univers exige à la fois humilité et émerveillement. À la tombée de la nuit sur le canyon, le vent qui s'engouffre dans ces vastes couloirs imite le bourdonnement sourd enregistré à l'intérieur de la chambre du dôme.
Les scientifiques postés au bord du précipice écoutent ce son. Elles ressentent l'écho de millénaires peser doucement sur leurs sens. Quelque part en dessous, dissimulé dans la pierre et l'ombre, se trouve la suite d'une histoire que nous commençons à peine à déchiffrer. Une histoire qui promet de transformer la façon dont l'humanité perçoit ses origines, son lien avec la planète et sa place dans le grand mystère de l'existence qui se dévoile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également vos commentaires ci-dessous. Que pensez-vous des scientifiques qui explorent la zone interdite du Grand Canyon? Nous aimerions connaître votre avis. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.